Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas de retour de son ou d'image. Je ne sais pas si je suis bien entendu. Je ne sais pas si quelqu'un peut me faire un petit signe pour m'indiquer que le son est correct et l'image également. Oui, ça fonctionne très bien. Très bien, parfait, je vous remercie. Je vous en prie. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer cette séquence de 45 minutes, donc 11h18, jusque midi, sur le sujet des toitures terrasses végétalisées, qui répondent donc aux enjeux d'aujourd'hui. Ces toitures terrasses végétalisées encadrées par des règles professionnelles ADIVET pour des toitures végétalisées, des réalisations réussies et des résultats pérennes. Je suis donc Lionel Zint, responsable technique du département Sopranature de chez Soprema, donc au cœur du sujet des toitures végétalisées depuis une petite quinzaine d'années, et donc en charge en partie de la formation au sein de l'association Adivet. Voilà, donc je vais démarrer. Vous verrez un écran qui apparaît sur votre image, qui vient nous perturber un petit peu, mais je ne sais pas comment l'éliminer. Voilà. Donc, malgré tout, on va démarrer. On a 5 participants, donc on y va. Euh, Alors, cette première slide, eh bien, écoutez, illustre tout simplement le processus de mise en place d'une toiture végétalisée sur un bâtiment. Donc, vous voyez que les différentes étapes de ce processus consistent en la mise en place d'un certain nombre de couches de matériaux sur les toitures, de manière à obtenir in fine un espace végétalisé au milieu, en centre urbain. Alors, je démarre cette présentation par les services écosystémiques. C'est pas tout à fait habituel, mais j'ai décidé donc de commencer par la présentation des services écosystémiques et puis de continuer, de poursuivre par des fonctions techniques qui comprendront un certain nombre de volets, notamment les constituants, les typologies de végétalisation et un petit point également réglementaire, puisqu'il est question de règles professionnelles aujourd'hui. Alors, pour démarrer ces services écosystémiques, j'ai choisi de commencer par deux points qui sont très centraux aujourd'hui dans notre actualité et pour les collectivités. Il s'agit de la lutte contre les îlots de chaleur urbains et le confort thermique intérieur. Donc, deux points sur l'aspect plutôt thermique, confort de vie dans la ville et dans le bâtiment. Alors, les effets d'îlots de chaleur urbains, donc les toitures végétalisées, y contribuent assez fortement par un rafraîchissement de l'air au voisinage de ces toitures de 3 à 5 degrés. Alors, comment ça fonctionne tout simplement? C'est le phénomène d'évapotranspiration de ces surfaces végétalisées qui s'opposent au flux de chaleur solaire pour limiter l'échauffement de la paroi du bâtiment et donc limiter son échauffement. La présence de végétal contribue donc à ce rafraîchissement par ce qu'on appelle l'échange de chaleur latente. Le confort d'été intérieur est lié à ce premier paramètre donc d'échauffement, puisque si la paroi du bâtiment ne s'échauffe pas, eh bien, on comprend qu'on a facilement une réduction de 2 à 4 degrés de la température intérieure du bâtiment, par l'effet d'ombrage notamment de la végétation, du feuillage de la végétation, qui réduit le transfert de chaleur vers l'intérieur du bâtiment. Donc un gain de 2 à 4 degrés de la température intérieure grâce à ces toitures végétalisées. Et donc l'effet induit qui est tout à fait intéressant, c'est la réduction de 5 à 20% des besoins de climatisation. Vous voyez sur la droite de l'écran le petit schéma où donc en vert on peut observer les valeurs d'ensoleillement en watts par mètre carré
sur 2 journées du mois d'août 2009, donc des pics de chaleur assez classiques de 600 à 800 watts par mètre carré pour des journées d'été. Et donc, vous voyez les solutions conventionnelles sans végétalisation en bleu, donc avec des transferts de flux de chaleur entrant dans le bâtiment qui sont globalement significatifs, et les courbes rouges et violettes qui illustrent l'impact du végétal, et donc une limitation très forte du flux entrant à l'intérieur du bâtiment. L'accueil de la biodiversité est un autre point fort de la végétalisation de toiture et tout à fait d'actualité, dans la mesure où, comme vous le savez, les collectivités aujourd'hui accordent une attention particulière au développement des espèces végétales et animales au cœur du centre urbain. Un certain nombre d'études ont été conduites ces dernières années, des études privées. Je citerai aujourd'hui l'étude Grooves, qui est une étude publique menée par l'ARB. Les données sont accessibles sur le net et qui donnent notamment des valeurs indicatives intéressantes de type 70% de plantes indigènes capables de s'installer sur les toitures végétalisées et extensives et semi-intensives, qui contribuent donc à une grande variété faunistique et faune et flore, et qui donc dans ce sens participent à l'intégration à la trame urbaine, à la trame verte urbaine. Alors, on poursuit par cette notion de biodiversité. Il existe certains outils, assez peu, mais globalement, là, on a un outil qui s'appelle le coefficient de biotope et qui s'intéresse à la parcelle en milieu urbain et qui qui a pour objectif de déterminer le pourcentage d'une surface qui doit être aménagée et qui, entre guillemets, doit être restituée à la nature, donc qui doit être végétalisée, qui doit être non imperméabilisée au minimum, ou dans les termes, je reprends les termes, éco-aménagés. Donc tout ça pour dire que l'objectif, c'est de retrouver des solutions fondées sur la nature. Et donc, vous voyez en bas de votre écran une toiture classique avec un coefficient de 0,2 et un mur végétalisé et une toiture végétalisée. Et on voit que le coefficient de pondération augmente en fonction du taux de présence de solutions végétales sur le projet. Voilà, donc ça, c'est une source ADEME, c'est un document sur lequel vous pouvez vous appuyer dans vos projets pour participer à ce coefficient de biotope à la parcelle. On arrive sur le point de la gestion des eaux pluviales. Donc, c'est un critère qui est peut-être aujourd'hui le plus facile, je dirais, à valoriser, à évaluer par le calcul. Alors, les toitures végétalisées permettent, on le sait, on le lit beaucoup actuellement, la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Elle contribue efficacement au respect des nouveaux règlements urbains, qu'on soit dans des PLU ou dans du zonage pluvial, ces documents étant en évolution permanente ces dernières années. Un indicateur très important à comprendre et à connaître, c'est l'abattement pluvial. L'abattement pluvial, ça correspond à la quantité d'eau de pluie qui est stockée et qui est consommée par la végétation d'une toiture végétalisée et qui n'est donc pas renvoyée vers les réseaux. Une toiture végétalisée, ça se comporte comme une éponge, ça va capter les eaux pluviales, les restituer en évaporation et en évapotranspiration par les plantes. Donc, réduction du volume envoyé vers les réseaux. C'est un enjeu très important pour les collectivités qui est variable d'une toiture végétalisée à l'autre en fonction du type de drain, de la nature et l'épaisseur du substrat, avec donc des performances tout à fait variables d'une solution à l'autre. Mais pour un ouvrage qui n'a pas été constitué uniquement pour la gestion des eaux pluviales, il est important de noter des performances qui peuvent être importantes. Je profite de cette slide pour préciser que les toitures végétalisées font l'objet de subventions par les agences de l'eau en France. Alors, je me suis rendu compte un peu tardivement qu'il n'y avait pas de slide sur ce sujet dans ma présentation. Néanmoins, je vous invite à la fin de la présentation à évoquer le sujet au cours des questions si vous le souhaitez.
Alors, parmi les autres services écosystémiques des toitures végétalisées, il faut noter la qualité de l'air, donc la lutte contre les polluants atmosphériques, les composés organiques volatiles, la fixation des pollens, la production de CO2, d'oxygène par le principe de la photosynthèse, et donc globalement une augmentation du bien-être mental, psychologique, physique, par l'impact physiologique et social, puisque les toitures végétalisées peuvent être un lieu de rencontre et de lien social. Vous en avez une petite représentation à droite de l'image. Euh, sur le plan acoustique, il a été mesuré des gains d'affaiblissement acoustique de l'ordre de 10 à 20 décibels pour les toitures végétalisées, évidemment selon l'humidité dans le substrat, selon le type de support qui va porter cette toiture végétalisée, mais globalement, on constate une absorption des sons et une réduction des bruits d'impact et des bruits aériens. Tout ceci étant mesuré, valorisé, monitoré par les fournisseurs de systèmes. Enfin, pour terminer sur les services écosystémiques, j'avais jugé important de parler d'un critère qui lui aussi est assez facilement mesurable, mesurable en termes de retour sur investissement, c'est celui de l'allongement de la durée de vie de l'étanchéité, puisque on le voit sur ce petit graphique, une toiture végétalisée représentée en rouge sur ce petit graphe protège la membrane d'étanchéité des variations élevées de température entre l'été et l'hiver, fait également une protection mécanique, et donc cet effet de protection de la membrane d'étanchéité permet d'augmenter sa durée de vie de 10 ans minimum, et il est usuel de parler de doublement de la durée de vie de l'étanchéité. Voilà pour le dernier argument en termes de services écosystémiques. Alors, le cadre réglementaire, cadre législatif plutôt, donc, depuis quelques années, on a vu apparaître les toitures végétalisées au cœur de la législation. Donc, ça a démarré par la loi biodiversité, et ça s'est poursuivi très récemment par la loi climat-énergie, qui donc consiste à étendre les dispositions prises dans la loi biodiversité au sujet donc des énergies renouvelables ou des procédés de toiture végétalisée. Donc, on est dans un contexte de bâtiments de type entrepôt, bâtiment industriel, hangar avec une exploitation commerciale, type drive, entrepôt de vente par correspondance. Ces bâtiments sont concernés au titre de leur construction neuve de plus de 1000 m², et donc doivent mettre en œuvre une surface minimum végétalisée de 30% de la surface totale de la toiture. Cette loi a donc été promulguée en 2019 et elle est parue au journal officiel en novembre 2019, donc elle est d'ores et déjà applicable pour tout bâtiment construction neuve. Alors, ce topo vise également à présenter de manière succincte les règles professionnelles, donc des toitures et terrasses végétalisées. Donc, ce qu'il faut constater, c'est que face à un vide réglementaire concernant les toitures et terrasses végétalisées, les professionnels du bâtiment et du paysage ont rédigé donc des règles professionnelles. Différentes versions aujourd'hui sont accessibles. Donc, c'est un document qui est visé par la C2P, donc la Commission de prévention des produits, qui est approuvé par le Conseil des professions de la FFB, les bureaux de contrôle et les assureurs. Alors, il faut préciser que le rôle des règles professionnelles, c'est évidemment de bâtir un socle réglementaire et normatif autour d'une pratique constructive qui permet d'en améliorer et de favoriser l'assurabilité de ces réalisations. Donc, c'est bel et bien l'objectif, c'est de rendre plus facilement assurable ce type de réalisation. Donc 2002, 2007, 2018, aujourd'hui on est sur la 3e édition des règles professionnelles qui sont téléchargeables sur le site de la DIVET ou en ligne. Et donc on va en dire 2 mots là dans les minutes qui suivent.
Deuxième document sur lequel je comptais faire un focus, c'est celui des recommandations techniques de l'agriculture urbaine en toiture, qui ont donc été supervisées par la DIVET, avec tout un cortège de professionnels du bâtiment, de la toiture végétalisée et de l'agriculture urbaine en 2018. Donc vous avez une recommandation technique pour les projets d'agriculture urbaine en toiture. C'est le seul document qui existe aujourd'hui et qui permet de donner un cadre, un guide aux maîtres d'ouvrage ou aux bureaux d'études ou aux porteurs de projets de fermes urbaines en toiture. Les règles professionnelles donc des toitures végétalisées, en une slide, en un mot, qu'est-ce qu'elles disent? Le système proposé donc de toiture végétalisée doit faire l'objet d'un avis technique, d'un ATEX, donc avis technique expérimental, ou d'un cahier des charges visé par un contrôleur technique du bâtiment. L'objectif, évidemment, est de réduire la sinistralité de ces solutions. Et donc, quelques éléments clés. Le système doit bénéficier d'une étude technique, minimum d'une étude technique indiquant l'épaisseur à la mise en œuvre et après tassement du système, du substrat, du drain, etc. Le poids à sec et à capacité maximum en eau des composants. La capacité de rétention en eau, de manière à pouvoir subvenir aux besoins en eau des plantes. Et la perméabilité, vitesse d'infiltration de l'eau dans le dispositif. Donc ces règles professionnelles définissent entre autres, et vous le verrez en les consultant, des protocoles de caractérisation normalisée des matériaux, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une seule et unique méthode pour caractériser les matériaux de toiture végétalisée. Ils sont inscrits dans ces règles professionnelles. Les préconisations d'entretien et d'arrosage. Voilà donc pour cette partie réglementaire des règles professionnelles. Alors, je fais un focus sur la partie typologie pour recadrer un tout petit peu qu'est-ce qu'on a comme type de toiture végétalisée. Alors, de manière succincte, désolé d'avoir ce carré noir sur l'écran, ça m'empoisonne, mais je ne parviens pas à m'en débarrasser. Donc, trois typologies de toiture végétalisée. Une toiture végétalisée intensive égale toiture jardin sur la droite de votre écran, semi-intensive au centre et extensive à gauche, les solutions les plus légères, les plus courantes sur les bâtiments, faible poids et faible entretien. Alors, on commence par les toitures terrasse-jardin. Ces toitures terrasse-jardin dépendent d'une norme NF 84-204, plus connu sous DTU 43.1, qui est le DTU des travaux d'étanchéité pour les toitures terrasses, éléments porteurs béton. Donc on est bien dans le cas uniquement, exclusivement pour les toitures terrasses jardin d'éléments porteurs béton, uniquement sur béton, accessible et circulable, pente limitée à 5%, équipée d'escaliers et de garde-corps. Les toitures terrasse-jardin impliquent de la terre végétale, au minimum 30 cm d'épaisseur, ça c'est réglementaire, jusqu'à, je dirais pas l'infini, mais en tout cas le 30 cm est réglementaire et minimum. Un élément indicatif est que pour planter un arbre à faible développement, on considère un minimum d'1,5 tonne de charge admissible par mètre carré, avec donc une épaisseur de 70-80 cm. Je parle bien d'arbres à faible développement. La gamme végétale est donc large, de type jardin, un entretien similaire aux espaces verts. Attention aux accès, à la protection des personnes, puisqu'on est sur une terrasse accessible, je répète, au public, ou en tout cas aux utilisateurs. L'irrigation est souvent indispensable. Donc le succès de ces toitures, c'est évidemment l'accessibilité, les fonctions de la cinquième façade. La toiture terrasse est au cœur donc des usages. Par contre, les freins peuvent être le poids du système, le coût, l'entretien, l'irrigation. Voilà, donc on est sur un mode de gestion assez élevé. Vous avez ici un exemple
assez récent pris en Autriche d'une toiture terrasse jardin accessible au public avec une très belle variété de plantes, des usages très nombreux. On est vraiment dans le cœur des bénéfices du végétal en ville. En un mot, l'agriculture urbaine en toiture, le cadre réglementaire aujourd'hui, ce sont les recommandations techniques pour l'agriculture urbaine. L'élément porteur béton est évidemment le seul élément autorisé, sauf études très spécifiques, euh, accessible, circulable, euh, donc escalier, garde-corps, monte-charge, idem pour les épaisseurs, 30 cm minimum, différents modes de mise en œuvre, que ce soit en plate-bande, en jardinière ou en pleine surface, un entretien similaire au potager au niveau du sol, des problématiques donc d'accès à anticiper et de mise en sécurité des personnes. Le succès, fonction cinquième façade, un rôle social et alimentaire évident, le principe de locavore, hein, consommation au plus près production au plus près du consommateur. Les freins, l'accessibilité, les problématiques de charge, très, très, très importantes à régler en amont, la protection de l'étanchéité, puisqu'on envisage et on imagine une utilisation d'outils en toiture, donc protection de l'étanchéité, et le modèle économique qui aujourd'hui est un vrai sujet pour les porteurs de projets. On en arrive à la végétalisation semi-intensive qui, de mon point de vue, est assez centrale aujourd'hui dans les problématiques et les enjeux urbains du végétal en ville. Ces toitures végétalisées semi-intensives relèvent des règles professionnelles dont j'ai fait état tout à l'heure. Elles sont non circulables, elles ont une forte vocation esthétique et technique. Elles s'apparentent aux solutions techniques traditionnelles, donc de terrasse jardin, avec néanmoins des charges plus réduites de 150 à 350 kg du mètre carré, une gamme végétale un peu plus restreinte que les terrasses jardin, mais riche néanmoins, en raison des conditions agronomiques limitantes. Un entretien raisonné, 3 à 5 passages par an, des tontes, du fauchage, du désherbage, des conduites malgré tout de plus en plus naturelles, et une irrigation jusqu'à la reprise du végétal obligatoire. Vous avez quelques exemples sur cette image avec des gazons, des vivaces, des plates-bandes. On est dans l'ornement, dans l'esthétique, mais également dans les fonctions techniques. Ce type de toiture végétalisée aujourd'hui permet d'accéder à un bon nombre de services écosystémiques que j'ai mentionnés juste avant. Une petite illustration dans le sud de la France. Et on en arrive finalement aux toitures végétales extensives, donc qui, elles, relèvent également des règles professionnelles, qui sont elles aussi non circulables, par contre de plus faible épaisseur, 8 à 15 cm, donc des poids plus limités, de 80 à 150 kg du mètre carré. C'est très important de retenir ces plages de descente de charge qui permettent d'être en phase dans les projets. Une végétation qui est souvent rase, à des associations de plantes qui s'adaptent progressivement à leur milieu et qui fonctionnent de façon quasi autonome. Quasi autonome, ça veut dire quand même un entretien, 1 à 2 passages par an par un personnel qualifié d'entretien, un arrosage facultatif à compléter en cas de sécheresse prolongée. Une sécheresse prolongée, c'est au-delà de 3 semaines sans pluie et de température élevée, il est important d'irriguer une toiture végétalisée. Ce sont des plantes, elles ont besoin d'eau, comme tout organisme vivant. Le succès de ces toitures extensives, c'est évidemment le poids qui est faible, des enjeux économiques, une réalité économique qui donc est la moins élevée hein, dans les 3 solutions que j'ai présentées, et donc des coûts d'investissement et de fonctionnement qui sont plus réduits. Néanmoins, les freins, les inconvénients, les points plus négatifs, c'est une palette végétale qui est évidemment plus restreinte, hein, conditions agronomiques très très restreintes, et donc parfois un aspect hivernal ou automnal qui peut être moins intéressant qu'un aspect printanier ou estival. Voilà, petit rappel, parce que j'entends souvent cet amalgame, une toiture extensive ne veut pas dire une toiture sédum. Il est important d'admettre et de réaliser qu'une toiture extensive peut comprendre un cortège de plantes vivaces, de plantes graminées, de mousses et de sédum. Donc c'est
ces typologies de plantes étant tout à fait capables de se développer sur des substrats entre 8 et 15 cm, ce qui répond à la définition de toiture extensive. Voilà pour cette petite précision. Voilà donc d'ailleurs un exemple d'une toiture végétalisée extensive à base de plantes graminées. Voilà. J'en ai terminé sur la typologie, donc je vous propose d'intégrer la partie composants. Donc les composants de toiture végétalisée. Donc là, vous avez compris qu'on était sur un sandwich d'un certain nombre de matériaux, de composants, qui à la fin composent un système, un procédé extensif, semi-intensif de toiture végétalisée. Là, sur cette belle image, vous avez à nouveau une toiture extensive sur laquelle donc on n'a pas que du sédum pour illustrer mon propos, et donc avec une belle diversité et une conduite assez naturelle de cet espace, en région lyonnaise, si j'ai bonne mémoire. Alors avant tout, une notion de charge. Évidemment, en toiture végétalisée, la charge est bien souvent le premier critère, paramètre de conception. Donc pour rappel, nous avons en toiture des charges dites permanentes et des charges dites d'exploitation, d'entretien et climatique. Donc vous avez en orange ce qu'on appelle les charges permanentes, le poids du complexe d'isolation étanchéité, le poids des plantes, du substrat, du drain, des filtres, et des charges forfaitaires de sécurité qui sont fixées par les règles professionnelles de 15 kg par mètre carré. Donc on est bien sur des éléments qui restent en place, comme son nom l'indique. Et puis à droite de l'image, des charges dites d'exploitation, donc dans le cas d'une toiture circulable avec accès de personnes, accès de public, autre que le personnel d'entretien. Des charges d'entretien, j'aurais dû commencer par celle-ci, de 100 kg du mètre carré. Donc ça, c'est bien les opérateurs qui viennent en toiture, même inaccessible, assurer les tâches d'entretien. Et puis des charges climatiques qui varient selon la zone géographique, qui sont la dépression au vent, les charges liées au vent et à la neige. Donc tout ça est bien normé dans les règles vent et dans les eurocodes en France. Donc ça, c'est important de bien dissocier ce qui est permanent et ce qui est charge d'exploitation. Quelques éléments de repères. Donc les charges permanentes sur chaque type de toiture. On a parlé d'extensif, de semi-intensif et d'intensif. Donc il faut retenir qu'en extensif et semi-intensif, les éléments porteurs bois, acier, appelés aussi tôle d'acier nervuré, et béton, sont admissibles. Les charges admises sont comprises entre 80 et 180 kg pour l'extensif et 150 à 350 kg pour le semi-intensif. Pour les toitures jardin ou intensives, les seuls éléments porteurs retenus sont les éléments porteurs béton, avec en valeur repère des descentes de charge de l'ordre de 600 kg par mètre carré, 30 cm de substrat fois une densité à peu près de 2000 kg le mètre cube pour une terre végétale. On est donc à 600 kg par mètre carré. Ça, c'est quand même important dans un projet de très rapidement repérer ces contraintes de charge, puisque c'est elles qui vont diriger souvent le design. Les données donc, que j'exprime en termes de poids sont toujours mesurées de manière défavorable, c'est-à-dire à capacité maximum en eau, par la méthode normalisée des règles professionnelles qu'on retrouve dans l'annexe G. Enfin, en termes d'ordre de grandeur de charge, il est très important de faire la différence entre un substrat de toiture végétalisée extensive, semi-intensive, et une terre végétale utilisée la plupart du temps en terrasse jardin. Vous voyez qu'on est quasiment sur un COF2, donc 1200 kg par mètre cube pour un substrat extensif, et plutôt 2000 kg, 2100 kg par mètre cube pour une terrasse jardin, avec un intermédiaire à 1400 pour les terrasses semi-intensives. Donc vous voyez en face la transcription pour 10 cm de système
sur une toiture, 10 cm de toiture végétalisée extensive, on est à 120 kg. 10 cm de terre végétale, on est à 210 kg par mètre carré pour 10 cm. Voilà, donc une revue maintenant des différentes couches du sandwich, toiture végétalisée, depuis l'élément porteur en bas de l'image jusqu'à la couche végétale en finition et en protection d'étanchéité. Donc vous retrouvez ces éléments dans les règles professionnelles. Toutes ces figures sont accessibles dans le document. Une autre coupe, une autre représentation peut-être plus esthétique de l'empilement des couches, donc éléments porteurs béton par vapeur, isolant, étanchéité, pour le complexe donc d'étanchéité sous-jacent, sur lequel on pose le complexe de végétalisation composé d'un drain, d'un filtre, d'un substrat et des plantes. Donc on va reprendre ces couches une à une de manière assez rapide pour se tenir à notre timing très serré d'aujourd'hui. Donc l'élément porteur, donc partie supérieure résistant du gros œuvre de la toiture. Donc sa fonction d'assurer la fonction porteuse de la toiture. Les toitures végétalisées extensives et semi-intensives sont admises sur les différents supports, comme je l'ai exprimé. Retenez qu'on a des supports béton, acier et bois, et que dans chaque cas, il y a un document de référence DTU 43.1, 43.3, 43.4 avec des pentes associées. Voilà. Petit détail, on parle de toiture, on parle de terrasse entre 0 et 3%, et on parle de toiture au-delà de 3%, quel que soit la nature de l'élément porteur, c'est la pente qui va désigner le terme terrasse ou le terme toiture. Alors ensuite, nous avons dans l'ordre au-dessus de l'élément porteur le pare-vapeur, écran de protection contre la migration de la vapeur d'eau placé donc sous l'isolant thermique. Donc sa fonction, c'est d'empêcher la migration de la vapeur d'eau de condensation qui provient des pièces inférieures en dessous de l'élément porteur. La plupart du temps, les panneaux isolants nécessitent la mise en œuvre d'un pare-vapeur. Ensuite, nous retrouvons dans l'ordre l'isolant thermique. Donc l'isolant thermique est constitué par une ou plusieurs couches de panneaux isolants. Sa fonction, c'est de réduire les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Il doit absolument et impérativement être de classe C, incompressible. Donc, différents exemples sur le marché, laine minérale, polystyrène expansé, polyuréthane, verre cellulaire. Voilà, vous avez en image une représentation de ces différentes solutions techniques proposées sur le marché. Ces éléments doivent bien sûr bénéficier d'un avis technique sous végétalisation. Et enfin, donc la dernière couche du complexe d'isolation étanchéité, donc c'est la membrane d'étanchéité, ouvrage continu qui est destiné à assurer l'étanchéité à l'eau en partie courante et sur les ouvrages particuliers de la toiture. Différents types de revêtements sur le marché, bitume, PVC, TPO, EPDM. Ces revêtements doivent impérativement être résistants à la pénétration racinaire, et il y a une norme pour ça. Ils doivent être visés par un avis technique en terrasse jardin ou en toiture végétalisée, et ils doivent être résistants à la dépression au vent, quel que soit le taux de couverture de la végétation. Ces éléments sont très très importants et participent bien évidemment à l'assurabilité de l'ouvrage. On arrive donc sur le complexe de végétalisation. Donc on est sur l'étanchéité, couche de drainage. Son rôle est d'assurer l'évacuation de l'eau en excès et d'éviter l'asphyxie des racines. Elle est obligatoire entre 0 et 3%. Pas de pente, donc stagnation d'eau, donc problématique d'asphyxie. Elle devient en revanche facultative entre 3 et 20% pour les systèmes extensifs. Les caractéristiques requises figurent dans les règles professionnelles, donc je vous invite à les consulter. On arrive à la couche filtrante, donc sa fonction c'est de retenir les particules fines du substrat, d'éviter le colmatage de la couche drainante. Elle s'interpose donc entre le substrat et le drain. De même, elle remonte le long des bandes par gravier de manière à éviter la fuite des éléments fins vers les zones stériles. Attention à cette idée reçue, un géotextile n'est absolument pas une barrière aux racines.
un non-tissé ou un bidim ou un géotextile, comme on l'appelle, est poreux à l'eau et donc aux racines. La clé de voûte d'un système végétalisé, c'est bien évidemment son substrat. Donc le substrat assure le maintien et l'ancrage des plantes, l'alimentation hydrique et minérale de ces plantes, l'oxygénation du système racinaire et donc permet le développement dans de bonnes conditions des végétaux. Il ne s'agit ni d'un compost pur organique ni d'une terre végétale. Ce sont des mélanges mis au point par les professionnels. Les caractéristiques sont strictes et donc figurent dans les règles professionnelles que là aussi je vous invite à consulter. Enfin, dernière couche de ce millefeuille en toiture, la végétation. Donc là, vous avez sur cette image à nouveau une toiture, je dirais extensive, peut-être semi-intensive en fonction de la conduite de l'entretien, composée donc d'une multitude de plantes succulentes, herbacées, bulbeuses, de plantes vivaces. Il peut également y avoir, vous l'avez compris, des plantes ligneuses à petit développement dans le cas des toitures semi-intensives. Là encore, les caractéristiques requises figurent dans les règles professionnelles qui donnent des exemples de listes de plantes et de taxons autorisés, mais aussi, comme vous le voyez sur cette slide, des plantes interdites en toiture, puisque certains systèmes racinaires sont très agressifs et sont donc déconseillés, interdits dans le cadre des toitures terrasses végétalisées ou toitures terrasses jardin. Voilà, vous retrouvez donc là les noms scientifiques et les noms vernaculaires sur cette annexe E des règles professionnelles. On approche de la fin du document, donc je précise que le taux de couverture de la végétation est important à prendre en compte dans la conception des projets, puisqu'il est variable en fonction de la mise en œuvre et de l'entretien. Vous voyez que selon le mode de mise en œuvre de la végétation, système précultivé, planté ou semé, le taux de couverture initial à la mise en œuvre peut varier de 0% de taux de couverture quand on est sur un semis à 70% de taux de couverture quand on est sur des éléments précultivés. C'est donc important de prendre en compte cet élément de conception très en amont du projet. Dans tous les cas, à l'échéance de 3 ans, les taux de couverture doivent être de l'ordre de 80% de la surface. Quelques points singuliers. Donc, les points singuliers sur une toiture végétalisée, c'est quoi? Les zones stériles. On a souvent des questions qui portent sur la présence ou non d'une zone stérile. Toutes ces informations sont précisées dans les règles professionnelles. La règle de présence ou de non-présence dérogatoire est à retrouver dans nos règles professionnelles. L'irrigation est un point tout à fait important. Pas de toiture végétalisée sans point d'eau en toiture. Le point d'eau est donc obligatoire sur une toiture végétalisée. Au niveau de chaque terrasse, en état de fonctionnement au moment de la mise en œuvre, toutes les spécifications techniques de diamètre, de débit et de pression sont à retrouver, là encore, dans le document. Point repère, donc évidemment, l'irrigation est totalement indispensable dans la partie bleue sud de la France, dans la moitié, donc la grande moitié nord de la France. Et généralement, la pluviométrie suffit aux besoins hydriques des plantes lorsque ces plantes sont de type très extensive, donc plantes à forte résistance à la sécheresse. Les enjeux aujourd'hui en termes de rafraîchissement, j'en ai parlé au début de cet exposé, rafraîchissement urbain, nous amène peu à peu à recommander de l'irrigation de manière à participer à ce confort hydrique des plantes et donc au rafraîchissement, au voisinage de ces toitures végétalisées. Voilà, en termes d'entretien, l'entretien est donc évidemment, pourquoi entretenir? Donc pour maintenir la palette végétale, maintenir les fonctionnalités de la toiture, garantir la protection de l'étanchéité, favoriser l'apparition d'espèces spontanées et accroître la biodiversité en milieu urbain, maîtriser les adventices, atteindre et conserver le taux de couverture. Voilà, toutes les étapes de l'entretien sont rappelées également dans les règles professionnelles. En période
dernière slide, de parachèvement, c'est-à-dire avant la réception des travaux, à la charge de l'entreprise. Soyez maître d'ouvrage exigeant et veillez à ce que cet entretien soit bien fait avant la réception et prévoyez au marché un contrat d'entretien de cette végétalisation pendant 1 à 2 ans après les travaux. Voilà, cet exposé est terminé. Il était assez dense. J'espère qu'il vous aura intéressé.